Bonjour à toutes et tous et merci d'avoir invité un élément de désordre, puisque vous connaissez la formule qu'on cite toujours, qui est celle d'Albert Londres. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. On peut trouver une autre version, qui est celle que m'a transmise un jour un activiste du Burkina Faso, qui a utilisé toutes les armes du numérique avec d'autres pour faire partir un dictateur ou un président autoritaire, Blaise Compaoré, et qui disait « Vous les journalistes, vous levez les lièvres, mais c'est à la société de les attraper. » Donc nous, on porte la plume dans la plaie, on lève les lièvres, mais après, reste à savoir ce que la société va en faire. C'est pour ça, quand les organisateurs m'ont demandé de quoi j'avais envie de parler, je leur ai dit « Je voudrais, au fond, nous inviter tous à réfléchir aux enjeux démocratiques de nos métiers communs, de tout ce que nous essayons d'inventer grâce à la révolution numérique ou digitale. » Évidemment, j'aurais pu d'abord dire je vais vous parler de Mediapart. Vous savez que quand je passe dans les médias, je suis fouetté par la rédaction de Mediapart si je ne prononce pas au minimum 10 fois le nom Mediapart. Alors, Mediapart, je voudrais quand même en parler. Après les compliments qui ont été faits, pour dire un peu, parce que c'est un laboratoire qui va introduire vraiment le propos que je veux tenir, qui évidemment va au-delà. Mediapart, quand nous l'avons créé, vous compterez le nombre de fois, quand nous l'avons créé en 2008, ça va faire bientôt 10 ans, c'était dans l'idée de relever un défi dans un moment de grand bouleversement, de grande dépression, de grand pessimisme dans toutes les industries de l'information, dans tous les métiers de l'information, de relever le défi sur ce qui est notre terrain, qui est ce que j'appelle le droit de savoir, qui n'est pas simplement produire des informations et en vivre comme journaliste. Notre métier, notre profession est au cœur d'une liberté fondamentale. Nous sortons d'une longue séquence électorale. J'ai coutume de dire que la démocratie, ce n'est pas le droit de vote. Il y a des endroits où on vote, mais où on vote à l'aveugle, où l'on vote sans savoir, où l'on vote en étant prisonnier des idéologies, des propagandes, voire des mensonges, et du coup on peut voter pour son pire malheur ou pour ses pires ennemis. Le droit de savoir est plus important en termes de culture démocratique que le mécanisme du droit de vote qui permet d'élire des représentants. Car c'est simplement nous, en tant que citoyennes et citoyens, avoir les moyens de choisir, avoir les moyens de comprendre, avoir les moyens de savoir tout ce qui est d'intérêt public et qui va nous permettre de faire le tri, d'intervenir, d'interpeller ou de nous engager nous-mêmes dans l'espace public. Alors, quand nous avons fait ce pari, nous avons voulu démontrer que la révolution numérique n'est pas une table rase, que toutes ces potentialités nouvelles requièrent aussi qu'on soit capable d'y défendre le meilleur de la tradition. Qu'est-ce que c'était Mediapart au départ? Un pari auquel personne ne croyait. Faire une sorte de modèle journalistique totalement puriste, totalement à contre-courant de ce qui était la vulgate d'Internet et du web à l'époque. Tout le monde disait l'information est forcément gratuite, l'information c'est forcément des formats courts, l'information c'est forcément du flux continu, et il n'y a pas de lieu de destination sur Internet comme on achèterait son journal. Il n'y a que des agrégateurs où chacun va collationner toutes les nouvelles qui l'intéressent. Et nous, on a fait exactement l'inverse. On a dit on va faire un journal indépendant, recréer la confiance autour de l'indépendance, participatif, utiliser toutes les armes de la révolution numérique pour créer une nouvelle relation avec le public, rénover notre pratique du métier avec tout ce que permet le numérique, c'est-à-dire tout simplement le lien hypertexte qui permet en permanence
de mettre en lien et en relation des données, en lien et en relation du multimédia, en lien et en relation des archives, avoir justement de la mémoire, ne pas être dans l'oubli, et tout cela le faire en défendant comme entreprise un modèle économique, je le répète, auquel personne ne croyait à l'époque. Dire notre indépendance va dépendre du public et le public sera prêt à payer si nous montrons en étant 100% digital, 100% numérique, que nous faisons un meilleur journalisme qui revitalise, redynamise le meilleur de la tradition professionnelle du journalisme. Sa capacité à dévoiler des informations inédites, sa capacité à publier des dossiers, à faire comprendre, à publier des articles longs qui relèvent presque d'une université populaire permettant de comprendre des grands défis planétaires, qu'ils soient économiques, écologiques, ou des crises comme celle qui a lieu autour de l'Irak et de la Syrie, ou la crise migratoire. Bref, parier sur cette idée que nous pourrions, en faisant cette offre-là, vivre de nos lecteurs. Cela a été dit, Mediapart est une entreprise plus que profitable, puisque son taux de profit est totalement inédit dans notre secteur. Mediapart, c'est entre 16 et 18% de résultats nets par rapport au chiffre d'affaires chaque année. À tel point, c'est ironique, parce qu'en France, ce n'est pas assez souligné, que Mediapart est cette année le case study de l'université d'économie de Chicago, celle des Chicago Boys, ultra-libéraux, et de son centre de MBA, qui est le Stiglitz Center, où on a été récemment, la directrice générale de Mediapart et moi, vous pourrez retrouver ça facilement, la vidéo est sur YouTube, présenter le modèle économique de Mediapart. Nos chevilles sont restées ce qu'elles étaient, parce que dans les commentaires faits par ces gens qui s'intéressaient dans un point de vue aussi bien libéral économiquement que libéral politiquement, c'est-à-dire faisant confiance au marché, mais à condition que dans le marché, il y ait des acteurs indépendants qui soient capables de critiquer les excès des banques, qui soient capables de révéler des informations importantes. Et donc, dans leur rapport, ils comparaient... les montants n'ont rien à voir, mais en pourcentage, le taux de réussite et de profit donc, de Mediapart à celui du New York Times, pour montrer, regardez comment c'est bien supérieur. Alors pourquoi je fais, et ce sera la dernière fois, ce départ sur Mediapart? Pour vous dire que ce que nous avons voulu défendre, c'est la valeur. Alors, bien sûr, la valeur d'un métier, il faut payer bien des journalistes pour qu'ils soient indépendants et qu'ils ne soient pas dans la précarité. Valeur d'une profession. Créer des emplois. Mediapart, on a commencé à 25, cette année, on va finir à 80 salariés. Et d'ici, à mon avis, 2 ans, 3 ans, on sera au-delà de la centaine. Ce qui est déjà le cas si on prend tous les collaborateurs qu'on fait travailler. Défendre la valeur, pas seulement d'un métier, pas seulement d'une profession, pas seulement, et des métiers qui vont avec. Mediapart, c'est certes des journalistes, mais évidemment une équipe technique interne d'informaticiens très importante, une équipe marketing, y compris avec des parcours professionnels inédits, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de benchmark sur le fait de faire payer de manière récurrente le public. Et notre directrice marketing vient de Mythic, parce que c'était Mythic qui avait une expérience du paiement récurrent et pas du paiement one shot où on achète juste seulement un objet. Alors, j'ai dit valeur des métiers, valeur d'une profession, valeur de l'information. Mais plus essentiellement, et ça m'amène donc à mon propos, valeur de la démocratie. Tout ce que je veux vous dire ce soir ou cet après-midi, c'est que dans cette idée de défendre la tradition, l'enjeu démocratique, le droit de savoir, la liberté de dire, en plongeant et en utilisant toutes les armes de la révolution numérique, de la modernité numérique, il y a cette conviction que toute modernité, toute révolution industrielle est destructrice, évidemment, et créatrice, une destruction créatrice, mais que dans sa part destructrice, ce n'est pas forcément pour le meilleur. Et qu'il revient à nous tous que ce soit pour le meilleur. En clair que si on ne s'intéresse qu'à nos réussites,
en termes d'entreprise, en termes de chemin particulier, professionnel, sans essayer de penser dans quel nouvel écosystème du rapport de nos entreprises à la société, des cultures qui nous entourent, puisque ces révolutions bousculent aussi bien nos habitudes culturelles, nos habitudes de consommation, nos habitudes économiques, nos habitudes commerciales. Si on n'essaye pas de se poser, au fond, quel est le référent global, le commun que l'on construit ensemble, on risque d'être aveugle à des pièges qui peuvent nous être tendus. Si je prends la question de l'information, et c'est sous nos yeux aujourd'hui, et on en a même, je vais y revenir, les traductions politiques. J'ai dit que le numérique, c'est des potentialités formidables que Mediapart, par sa réussite, illustre en France. Mais c'est aussi la superficialité, c'est aussi la haine sur des réseaux sociaux non suffisamment animés ou élevés ou tirés vers le haut. C'est aussi, et ça peut être aussi l'oubli dans cette information continue. Ça peut être aussi la perte d'indépendance de médias. Notre système médiatique en est l'illustration, puisque 90% de nos grands médias privés sont contrôlés par des industriels qui ne sont pas des industriels de l'information, avec des conflits d'intérêts, avec donc des lignes rouges qui s'imposent à l'information. On l'a même vu en direct avec la destruction de l'indépendance de Canal+, y compris de l'esprit Canal+, récemment avec sa prise de contrôle par Vincent Bolloré. Et le numérique, c'est aussi Fox News, c'est aussi les fake news, c'est aussi les faits alternatifs, c'est aussi un monde orwellien, potentiellement un monde orwellien, où l'on va dire ce qui est vrai est faux et ce qui est faux doivent être décrétés vrais. Et donc, voilà où je veux en venir. Nous sommes devant une bataille qui nous requiert, pas seulement une bataille économique, une bataille d'entrepreneurs. Et nous sommes entrepreneurs, nous voulons créer de la valeur, mais nous sommes aussi dans la valeur de ce qui nous entoure, ce qui fait que nous faisons société, qui est la valeur démocratique. Alors, quel est cet enjeu démocratique et comment le mettre en perspective? Je sais que Luc Ferry en a parlé un peu hier, on me l'a dit, sur cette expression de révolution industrielle, qui est une image de pensée créée par les historiens pour comprendre ce que nous appelons la modernité, qui commence avec la fin du XVIIIe siècle. C'est quoi la modernité? C'est à l'échelle de la longue durée de l'espèce humaine, c'est un changement de notre rapport au temps et à l'espace. À la fin du XVIIIe siècle, les armées de Napoléon ne vont pas plus vite que les armées de Jules César. Les communautés traditionnelles sont dominantes et sont immobiles. On est dans son village et on n'en bouge pas. On est dépendant, on est assigné à résidence, assigné à naissance. Et là, tout va se mettre en branle. Qu'est-ce qu'une révolution industrielle? C'est une invention technologique qui crée une accélération du rapport au temps et à l'espace. L'espace va se réduire, on va pouvoir circuler. Le temps va devenir plus immédiat, les nouvelles vont circuler plus vite. Et dans ce moment-là, les humanités vont se déplacer, vont faire mouvement. Et cela va créer de nouvelles réalités, de nouveaux ébranlements, des sociétés elles-mêmes, de nouveaux rapports au temps, y compris dans régime de rapport au temps. On parle par exemple de notre époque, certains historiens parlent d'une époque présentiste. Nous sommes dans un présent omniprésent qui nous fait oublier combien le présent est déterminé par le passé et un peu parfois être inconscient sur le futur que l'on prépare. Nous sommes en effet, si on prend cette image, à la troisième révolution industrielle. La première, fin 18e, début 19e, c'est la machine à vapeur. Sa vitrine, c'est le chemin de fer, pourrait-on dire. La deuxième, c'est l'électricité, basculement de l'Europe aux États-Unis. Et la vitrine, c'est à ce moment-là, dans ce moment d'accélération, c'est le Fordisme, c'est l'automobile, puis les avions, comme pourrait-on dire. Et là, celle-là, fin 19e, début 20e, et la nôtre, fin 20e, début 21e, avec le numérique au cœur.
chacune de ces révolutions industrielles précédentes se sont accompagnées de défis démocratiques. On voit bien que ces révolutions industrielles sont porteuses d'un nouvel imaginaire démocratique, d'un meilleur partage des savoirs, d'une meilleure communication entre les hommes et les femmes, les humanités, d'une meilleure circulation, de sortir d'un certain obscurantisme. Et en même temps, ces progrès qui sont là vont être confrontés à des regrets très importants. Qu'est-ce qui se passe après le bouillonnement de la Révolution française, qui est aussi une révolution du journal, vous le savez, c'est une très longue régression des libertés fondamentales. C'est une très longue éclipse avant que la République soit chez elle et du coup fasse des lois fondamentales sur l'accès au savoir, que ce soit les lois sur l'éducation, que ce soit notre loi historique sur la liberté de la presse de 1880. Loi libérale à tous les sens du terme, libérale politiquement et libérale économiquement. Son article 1er, et qui en faisait à ce moment-là la loi et le régime de la liberté de dire et du droit de savoir le plus avancé dans le monde entier, son article 1er était d'une simplicité immense, comme une provocation. L'imprimerie et la librairie sont libres. Point. Pas de contraintes, pas de restrictions. Le seul arbitre peut être le juge, qui peut arbitrer entre d'autres droits, mais vous avez le droit d'imprimer et de diffuser ce que vous voulez. Et même si il y a dans le lot des choses qui sont déplaisantes, eh bien, au bout d'un moment, la bonne monnaie, au contraire, chassera la mauvaise monnaie, la presse se professionnalisera, le débat sera tiré vers le haut, et on l'a vu dans les crises démocratiques qu'a vécu la Troisième République à la fin du XIXe siècle. Donc, quand je rappelle ça, c'est pour dire que, si je prends cet exemple de la Troisième République, c'est qu'à chaque fois, il se passe aussi autre chose. Révolution française, éclipse, empire. C'était quoi le régime de la presse? C'était l'autorisation préalable, le cautionnement, la censure. Ça a été près d'un siècle de bataille. Dans le cas de la deuxième révolution industrielle, en même temps qu'il y a cet épanouissement du parlementarisme, ces avancées, ces lois fondamentales, il y a l'accélération de l'aventure coloniale, le partage de l'Afrique, le déchaînement d'une certaine violence nouvelle dans l'idée de civilisation supérieure à d'autres, et qui va faire retour, vous le savez, dans la brutalisation de l'Europe par elle-même. C'est-à-dire qu'au bout du compte, de ces potentialités démocratiques d'une révolution industrielle, de sociétés qui se sentent emportées par le progrès, eh bien le progrès peut être destructeur aussi. Ce que nous enseigne l'histoire européenne, c'est que le progrès peut aussi produire l'horreur. Et l'horreur avec au cœur des révolutions technologiques qui amènent au massacre de masse, qui amènent à la destruction de l'humanité par elle-même. Alors, je suis un peu grave parce que je pense que nous sommes dans un moment pareil, quel que soit l'enthousiasme de nos aventures. Et nous sentons bien que nous sommes dans un moment de transition où il y a à la fois ce possible d'un sursaut d'humanité, d'un sursaut de démocratie, d'un sursaut de civilisation, pourrait-on dire, et en même temps la possibilité de régression profondément barbare au cœur de la modernité technologique, au cœur de la modernité industrielle. Quand je regarde les potentialités de la révolution numérique dans la culture commune qui est la nôtre, avec ce droit à l'information au cœur d'une culture démocratique, on voit bien ce qui est devant nous. L'horizontalité, une circulation sans frontières de l'information, qui donc échappe au contrôle des pouvoirs, ne peut pas être jugulée, permet la naissance des lanceurs d'alerte, permet le partage de données. Deuxièmement, une dimension délibérative nouvelle de la démocratie participative, les réseaux sociaux, des médias participatifs, des consultations qui permettent, via le numérique, d'impliquer les citoyens. Troisièmement, contrairement aux médias d'information en continu, où aujourd'hui efface hier et sera effacé par demain, au contraire, une technologie qui permet de la mémoire, qui permet d'avoir
une longue durée de données qui permet de les mettre en scène, qui permet de contextualiser, qui permet des rappels, qui permet justement de mieux comprendre et de mieux avoir à disposition des savoirs sur une durée qui n'est pas seulement une durée immédiate. Et enfin, pourrait-on dire, en quatrième point, un imaginaire démocratique nouveau de la relation. Le numérique, c'est en anglais d'ailleurs, c'est intéressant parce que les deux mots se font écho. Pour les scoops, pour les révélations au cœur du numérique et avec l'arrivée des lanceurs d'alerte, c'est les leaks. Nous avons fait des Football Leaks, Mediapart. Nous avons fait des Malta Leaks récemment. Des données immenses que grâce à l'informatique, on arrive désormais à traiter et qui nous permettent de révéler des réalités qui autrement seraient cachées. Les fuites, leaks. Et puis de l'autre côté, ce qui est au cœur de ce traitement, link, le lien. L'imaginaire démocratique porteur de la technologie que nous utilisons, c'est l'imaginaire de la relation, de ce qui fait lien entre nous. Mais pour ça, il faut que nous ayons un imaginaire politique dans la vie de nos sociétés qui fait que cette relation fonctionne. Que le numérique n'accompagne pas, au contraire, des sociétés qui se replient, des sociétés qui sont aveugles aux misères qui ne les concernent pas, des sociétés qui sont travaillées par les haines et par les peurs, pas par le lien, au contraire, mais par la rupture, par la défiance, par le fait de briser les chaînes qui lient des humanités à l'autre. Si je continue un tableau noir dans le domaine qui est le mien, et qui est aussi le vôtre, puisqu'au fond, dans nos entreprises, nous utilisons une bonne part de tout cela. Premièrement, le numérique, c'est aussi, prime au premier, une concentration immense, au profit de quelques monopoles, hors contrôle. Donc, une régression du pluralisme, y compris du pluralisme dans la compétition économique, qui sont donc les GAFA, qui sont donc ces grands groupes qui, eux-mêmes, au fond, décident tout seuls, hors de tout contrôle, hors de leur propre logique de profit et de rentabilité, décident de ce que sera le paysage de l'économie numérique. Mais ça va bien au-delà de l'économie, puisque ça concerne nos pratiques de consommation, nos pratiques culturelles, nos pratiques d'échange. Derrière cette concentration, il y a de la prévarication. C'est-à-dire le fait de capter indûment des richesses. Nos richesses individuelles d'abord, nos données. Nos données et ce que nous sommes qui va être renseigné, va être exploité, va être rentabilisé à notre insu ou à l'insu de notre plein gré. Mais prévarication aussi, vous savez que c'est un des combats importants de Mediapart, qui est le recours aux paradis fiscaux, à ces lieux de piraterie au cœur de l'économie. Les avoirs financiers dans les paradis fiscaux sont toujours évalués à plus de 25 000 milliards d'euros. C'est le produit intérieur brut additionné des États-Unis et du Japon. C'est une richesse détournée des nations. Et ça va bien au-delà des avoirs financiers individuels, y compris notre système bancaire officiel est au cœur de ce système-là. Dans des moments de difficulté, de problèmes de solidarité dans des sociétés, il est évident que c'est quelque chose que l'on ne peut pas accepter, mais qui néanmoins est au cœur d'une partie du dynamisme de l'économie numérique. Troisième aspect, la surveillance. Dans quelques décennies, on parlera, quelles que soient leurs mésaventures personnelles, de Julian Assange, de Chelsea Manning et d'Edward Snowden, comme des héros du XXIe siècle sur la défense de nos libertés de savoir. Quelles que soient les embûches qui ont été les leurs, je pense notamment à l'évolution de Wikileaks. Julian Assange est depuis 4 ans, plus de 4 ans, dans quelque chose qui est pire qu'une prison, puisqu'il n'a même pas de cours pour se promener. Snowden, il est dans une situation
d'otage, où il maintient sa liberté, hein, s'étant montré notamment publiquement critique de mesures du pouvoir russe. Et quant à Chelsea Manning, qui a bénéficié du geste de Obama, vous connaissez son sort. Or, toutes ces personnes, le plus important dans cette contribution ayant été Snowden, avec une très grande dignité, une très grande lucidité, de jeunes. Snowden fait ça, il a 26 ans, Chelsea Manning en a 22. Ce sont des gens qui ont pris individuellement leurs risques pour nous alerter de la part d'ombre de tout cela. Et de la part d'ombre qui pouvait avoir des conséquences à terme dramatiques pour nos sociétés. Les révélations de Snowden, c'est de montrer que les technologies de surveillance ne sont pas faites pour nous protéger du terrorisme, de menaces, etc. Bien sûr qu'elles peuvent servir à ça. Mais que le gros du travail de la National Security Agency, c'était d'espionner les alliés dans une compétition économique, dans une surveillance diplomatique, y compris donc d'alliés de la puissance américaine. Et évidemment de surveiller la société elle-même, ses mouvements de protestation, son droit de protestation, son droit de réunion, son droit de manifestation, son droit d'expression. Et vous voyez bien que si ces dérives sont possibles dans des sociétés qui restent démocratiques, eh bien, ce sont des instruments terribles si ces démocraties trébuchent, si ces démocraties tombaient entre des mains autoritaires. Ce qui m'amène au dernier point, la question évidemment des régressions des libertés fondamentales. Il est très frappant de voir au moment où nous avons une révolution qui permet au contraire d'augmenter nos libertés fondamentales, liberté de communication, liberté d'échange, liberté d'information, liberté d'expression, il y a la tentation des pouvoirs de prendre prétexte de cette révolution pour les faire régresser. Comme vous le savez, au prétexte, et c'était avant les attentats, des menaces que nous vivons dans ce monde interdépendant, dans ce monde global, dans ce monde où nous sommes tous en relation, la liberté d'expression telle qu'elle est dans la loi de 1881 a été mise en péril. Aujourd'hui, on a sorti de la protection de cette loi qui permet de rendre compte en disant « j'ai peut-être dit une bêtise, mais je l'ai dit dans tel contexte et voilà pourquoi je l'ai dit, parce qu'il y a un droit fondamental à dire et parfois de dire des bêtises. » Et j'explique loyalement, honnêtement, pourquoi j'ai été amené à dire une bêtise. Eh bien, désormais, si vous exprimez quelque chose qui est vu comme pouvant être en relation avec peu ou prou le terrorisme, quel que soit votre passé, quel que soit ce que vous êtes, c'est-à-dire, dans certains cas, ce que vous n'avez pas fait, sinon de dire une bêtise ou d'écrire une bêtise sur les réseaux sociaux, ben vous êtes passible de délit de droit commun. Pareillement, on accepte ça dans un certain contexte. Demain, après-demain, des pouvoirs pourront décider que le curseur sur qu'est-ce que c'est être en relation avec une entreprise terroriste, eh bien, c'est une certaine forme d'expression critique, radicale, qui mérite donc de sanctionner, y compris, et ça a été le cas en France, par des peines de prison, simplement le droit de dire. Non pas des actes commis, mais l'expression de quelque chose. Je rappelle tout ça parce que, et ça m'amène à la fin de mon exposé, pour dire qu'au fond, quand je dis les enjeux démocratiques de la révolution numérique, c'est pour nous alerter sur le fait que la démocratie, c'est une culture commune. Ce n'est pas simplement des institutions. Il y a une phrase que je cite souvent qui a été produite par un intellectuel italien au moment de la crise économique de 1929-1930, et crise économique qui s'accompagnera en Italie, la montée du fascisme puis du nazisme. En clair, ces périodes de transition où on voit bien qu'il y a un vieux monde, c'était la phrase de cet Italien, Antonio Gramsci, il y a un vieux monde qui est en train de mourir et qui s'accroche, qui ne veut pas mourir. Et puis il y a un nouveau monde qui est là, qui peut émerger, mais il tarde à naître. C'est comme ça qu'on définit souvent les crises, les moments de transition, y compris celui que nous vivons en partie politiquement dans notre pays aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est la suite de la phrase. Entre ce vieux monde qui ne veut pas mourir, et ce nouveau monde qui tarde à naître, dans cet entre-deux, dans ce clair-obscur, dit-il, surgissent les monstres. C'est-à-dire des phénomènes morbides, variés, qui peuvent nous surprendre. Dans cette instabilité, dans cette imprévisibilité qui est la nôtre, qui est celle
aussi de potentielles crises de civilisation écologique, de crises climatiques, de crises financières redoublées, donc d'accidents, d'événements imprévisibles, eh bien nous voyons surgir des tentations, des pouvoirs, des idéologies, voire au cœur de la première puissance économique et militaire mondiale, des tentations de pouvoirs autoritaires, identitaires, totalement libérés de toute contrainte, n'ayant aucune réflexion éthique sur l'avenir commun de l'humanité, se refusant d'être en relation, étant dans une image de pure puissance, de pure clôture, de pure fermeture. Et c'est évidemment ce qui est aussi devant nous, dans notre pays, quel que soit le moment que nous vivons, quelle que soit dans nos sensibilités l'envie que ce pays retrouve confiance, que ce pays retrouve une dynamique, que ce pays se relève, s'élève, sorte du marécage. Nous sentons bien qu'en même temps, notre peuple s'est mis en grève, que notre peuple n'a pas massivement participé aux élections, que notre peuple regarde, notamment, vous le savez, dans les quartiers populaires, là où il y a le plus d'humiliation, le plus de blessures, de ressentiments parfois accumulés. Et nous savons bien que dans ce moment-là, tout l'imaginaire démocratique que je viens de vous décrire, celui de la relation, celui du partage, celui de la collaboration, celui de l'échange, celui de la délibération, celui du participatif, eh bien ce n'est pas tout à fait l'imaginaire politique d'un système français présidentialiste, ramenant la volonté de tous au pouvoir d'un seul, et qui a piégé et n'a pas cessé de piéger l'ensemble des familles politiques de notre pays. Avec l'ironie que la force qui a balayé ces vieilles formations ou les a mises à terre récemment, je pense évidemment à l'élection d'Emmanuel Macron, dont vous savez qu'il a commencé sa campagne par un long entretien à Mediapart et il l'a terminé le 5 mai aussi à Mediapart, en promettant d'y revenir pour qu'on lui demande des comptes. On va voir s'il le fait. Donc, en ayant compris qu'il se passait cet enjeu démocratique et d'aller dans ce média qui a des questions qui fâchent et qui n'est pas complaisant. Mais en même temps, sa proposition, c'est d'arriver à redonner confiance, à mobiliser tout cela, mais avec une recette du passé qui est ce système politique, qui est totalement à rebours de ce nouvel imaginaire démocratique. Voilà ce que je voulais vous dire. Au fond, que par un propos qui va peut-être vous a peut-être surpris, parce qu'il est loin de simplement, j'aurais pu passer tout à simplement vous montrer les slides de la réussite de Mediapart, de notre modèle économique, de ce qu'on fait, etc. Tout ça est disponible. Mais je voulais vous dire combien, en tant qu'entrepreneur, et ce n'est pas que le journaliste qui parle, entrepreneur d'une histoire à succès, d'une entreprise qui montre la voie et qui se veut le laboratoire de ce que pourrait être une presse du XXIe siècle, je pense que nous devons tous nous poser cette question de l'écosystème démocratique qui accompagnera tout cela. Ce qui veut dire être au rendez-vous de cette phrase, quand j'ai dit défendre la tradition au cœur de la modernité, je vous la lis: tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. C'est un passage des Misérables quand Victor Hugo décrit Gavroche. Et Gavroche, pour nous, à Mediapart, c'était logique que je termine comme ça, à Mediapart, c'est le crieur de journal. C'est celui qui réveille dans la rue la société, le peuple, les passants, en disant qu'il y a des nouvelles qu'il ne faut pas manquer et qui sont au cœur de cette espérance que nous devons retrouver. Voilà l'alarme que je voulais vous transmettre en espérant que je n'ai pas été trop rabat-joie. Merci. Merci. Merci infiniment, Edwy Plenel, pour vos mots. Alors, on va dialoguer aussi quelques instants avec vous toutes et tous. Moi, j'ai une question qui m'est venue en vous écoutant. Vous l'avez un peu déjà évoqué. Quel est votre regard sur effectivement ce qui est en train de se passer chez nous en France, cette espèce de révolution schumpeterienne là, qui est en train, alors pour le coup, qui est en train de secouer le monde politique français. Et est-ce que vous pensez avoir aussi contribué par les travaux que vous avez menés à cette révolution schumpeterienne, à cette prise de conscience? Bien sûr.
la loi de moralisation politique, la haute autorité de contrôle de la vie politique, où tous les ministres et les députés vont devoir faire leurs déclarations, le parquet financier qui mène toutes les enquêtes préliminaires. Comme vous savez, tout cela vient d'un événement. Ce n'était pas une... Il y a eu beaucoup d'enquêtes de Mediapart, mais il y a eu une enquête qui a fait, comme on dit en dialectique, un changement de quantité en qualité. Pendant 4 mois, personne ne nous croyait, puisque les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse. Absolument. Eh bien, au bout de 4 mois, l'événement a fait que ça a basculé. Le parquet financier a été créé, la haute autorité a été créée. Et évidemment, quand Bayrou a rejoint Macron, il lui a dit « je veux être porteur de cela ». Alors, nous sommes déjà devant l'idée, la réalité d'une créature, parce que cette exigence de moralisation est une créature qui échappe à ses créateurs. On le voit bien, puisque c'est le modem, c'est-à-dire Bayrou lui-même, qui a en partie a dû trébucher. Donc on va voir la suite quand on vérifiera les comptes de campagne des candidats. Bon, cette exigence est là. Mais cette exigence, et là je reprends la formule du jeune du Burkina Faso tout à l'heure, n'est rien si on n'est pas capable d'en la transformer en autre chose. J'allais vous poser justement cette question. C'est tout le problème. Bon, nous, t'es rabat-joie, je suis obligé de rappeler quand même qu'avec 18% des inscrits au premier tour, c'est-à-dire on pourrait dire, même si une partie était peut-être déjà un vote de raison, de vote de conviction pour Emmanuel Macron, c'est 18% des inscrits, lesquels sont 90% du corps électoral, eh bien, un président se retrouve avec une majorité écrasante, moins écrasante qu'on pouvait le redouter, à l'Assemblée. Je rappelle juste les taux d'abstention, vous les connaissez, mais même quand on parle de l'opposition de gauche et des courants qui se félicitent du nombre de députés, le Parti socialiste, c'est 1 million de voix, France entière. C'est au second tour des législatives, c'est 2, et quelques des inscrits. Évidemment, France Insoumise, c'est 800 et quelques mille voix sur un pays de 67 millions d'habitants. À l'inverse, le Front National, qui n'a que 8 députés, c'est 1 550 000, près d'1 600 000 voix. Donc nous avons un système, en clair, c'est une conviction très longue qui m'habite, c'est-à-dire Emmanuel Macron a eu l'intelligence de comprendre ce rien ne se passera comme prévu, ce chamboule-tout, de le sentir et d'agir de manière très Bonaparte, c'est son pont d'Arcole, d'agir dans ce moment-là. Le problème, c'est qu'il agit dans un cadre institutionnel qu'il défend, qu'il a revendiqué pour lui-même, qui est un cadre qui est au cœur de notre crise démocratique, qui est au cœur de la dévitalisation démocratique. Nous aurions un système proportionnel, nous aurions une assemblée autrement diverse qui serait obligée aux majorités d'idées et pas simplement une opposition de protestation, obligée de discuter, obligée de voir, on est d'accord là-dessus. On sortirait de logique hégémonique. Il suffit d'aller en Espagne, où il y a eu ce chamboule-tout, du coup, d'un bipartisme, on est passé à un quadripartisme. Il suffit d'aller au Portugal, où il y a des alliances avec des forces qui ne sont pas d'accord sur tout. Il suffit d'aller en Belgique, en Allemagne, ou en Grande-Bretagne, même au sein des partis traditionnels. Et là, nous avons, pour moi, un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration profonde à un renouveau, mais si cette aspiration profonde reste dans des cadres institutionnels anciens, où, ne nous le cachons pas, une partie de la vieille classe politique essaye de se recycler, la déception sera terrible. Et nous avons quelques marqueurs déjà. Nous l'avons dit, il est terrible que, par exemple, sur la question de l'état d'urgence, on en vienne, sur une présidence qui se veut nouvelle, à proposer de faire passer dans le droit commun des dispositions de l'état d'urgence. C'est pas moi qui le dis. Ça va du défenseur des droits, Jacques Toubon a fait une sortie très remarquée sur ce sujet. À l'Union syndicale des magistrats, c'est-à-dire le syndicat le plus traditionnel qui parle d'état policier. Donc, vous voyez bien, quand je vous dis la restriction des libertés, y compris la liberté de manifester, de protester. Je pourrais prendre un autre exemple. C'est aujourd'hui même, et le débat a fait rage avec Médecins du Monde et avec d'autres, qui est la question des réfugiés, des migrants. Emmanuel Macron, dans sa campagne, se démarquant évidemment du bilan du quinquennat, a donné acte à Mme Merkel. Ce qui prouve que ce n'est pas une question de position politique. Mme Merkel a été au rendez-vous d'un moment historique pour notre continent. Bien sûr que ces crises migratoires sont là, et c'est une question d'une longue durée. Et on ne peut pas, nous, l'Europe, avoir vécu cela, avoir été au cœur de cette question des apatrides, des déplacés, de ces catastrophes, et Mme Merkel le sait, elle-même née en Allemagne de l'Est, etc.,
Et ne pas se dire, bon, bien sûr que ça pose plein de problèmes, bien sûr qu'il va y avoir des tensions, etc. Mais nous devons être au rendez-vous de notre histoire commune. Et là, comme vous savez, les marqueurs sont différents au point que les associations l'ont souligné, des renforts de police ont été faits pour empêcher des associations humanitaires de donner des bouteilles d'eau. De donner des bouteilles d'eau. Sur le thème, si vous donnez des bouteilles d'eau, vous créez un abcès de fixation. Bon, je prends ces deux exemples pour dire que, voilà, j'appelle de mes voeux, au fond, cette idée, quelle que soit la bonne volonté des gens, quand Emmanuel Macron est venu à Mediapart le 5 mai, et c'est la question à laquelle il renvoie très bien les balles, avec beaucoup de vivacité, et là, il y a eu une réponse qui était fermée. Je lui ai dit, mais vous savez bien, moi, ça fait 41 ans que je fais ce travail, je suis ouvert, je n'ai pas de préjugés, etc., mais ces institutions sont plus fortes que les hommes. Elles poussent au pouvoir personnel. Et le pouvoir personnel isole dans un monde complexe comme celui-là. On est intelligent à plusieurs. C'est de ça dont nous parlons là. C'est ce que nous faisons dans nos métiers. Et je lui dis, vous avez un problème là, comment vous allez faire? On est intelligent, non pas avec une majorité présidentielle qui a le doigt sur la couture du pantalon, mais avec quelque chose qui vous interpelle, qui vous pousse, qui vous... Et là, nous avons un problème d'outils démocratiques dans notre pays. Donc il y a à la fois un besoin de renouveler les institutions, vous l'avez dit, le personnel politique. Bien sûr, et la culture démocratique. La culture, les pratiques, mais du coup en renouvelant le personnel politique, est-ce que vous craignez pas du coup, et c'est peut-être ce qui est aussi en train de se passer, pas seulement en France d'ailleurs, hein, à ce que finalement arrivent des gens qui sont plutôt techniques, on pourrait appeler ça des technocrates, plutôt que des politiques? Vous parlez d'or. C'est-à-dire que la question, pour moi, on ne fait pas, je ne crois pas à la table rase, en clair. Je pense si on est, au fond, au cœur, quand on dit la démocratie, c'est quoi? Bon, c'est cette phrase, nous naissons libres et égaux en droit. Ça a l'air de rien. Mais cette phrase est un bouleversement radical qui est toujours d'actualité. Ça veut dire sans distinction d'origine, sans distinction de conditions, sans distinction d'apparence, sans distinction de sexe ou de genre, j'ai le droit d'avoir des droits. J'ai le droit d'en inventer, j'ai le droit d'en défendre, j'ai le droit d'en proposer, j'ai le droit de bousculer, etc. Et toutes les libertés qui ont été conquises, pas seulement les droits sociaux, les droits des femmes, les combats contre l'homophobie, mais bien sûr, tout ça est fragile. Tout ça, c'est cette machine qui est la machine du déplacement. Je ne suis pas assigné à résidence et je peux inventer quelque chose, etc. Donc, tout cela est une longue chaîne. Donc, ce qu'on pourrait appeler le dégagisme, formule qu'a utilisé Jean-Luc Mélenchon, mais qu'a retourné totalement à son profit Emmanuel Macron comme un gant. Le dégagisme, pour moi, il y a une part que l'on comprend bien. On veut de nouvelles têtes, on veut sortir, mais quand on regarde quand même une partie du vieux personnel politique qui se recycle dans ces mouvements nouveaux, on voit qu'il n'y a pas que du neuf, il y a aussi de l'ancien. Mais surtout, c'est une illusion de croire que l'on va faire du neuf sans lien avec la tradition, sans lien avec un passé. Le passé, il est vivant. Et il est surtout vivant quand il s'agit de cette promesse par rapport aux questions démocratiques. Je veux dire, la caricature du présentisme, c'est-à-dire d'un présent qui est le présent du coup de l'irresponsabilité, de la consommation, de la compétition, de la puissance, donc de la destruction, de l'irresponsabilité, je le répète, c'est Trump. C'est un président des États-Unis d'Amérique qui ment comme il respire, qui est un tricheur, et au-delà même de ce qu'il défend idéologiquement, et qui pense en 140 signes. Bon. Parce qu'il peut le guère aller au-delà, je pense. Voilà, et donc nous avons là et qui est totalement inculte en termes de rapport à l'histoire, voilà, et ça, je crois que c'est une illusion sur laquelle il faut se mettre en garde, et ne pas. C'est pour ça qu'il faut. C'est des questions que nous avons devant nous, parce que ce paysage, il est le nôtre à tous. Alors Edwy Plenel, moi je resterai bien avec vous encore très très longtemps, mais on me fait des grands signes en disant il faut vraiment y aller. Je voudrais vraiment vous remercier, on peut encore applaudir très fort Edwy Plenel, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci, je vous en prie.